Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée de Imaging the Future avec notre sous-label Ahead of the Game qu'on avait introduit l'année passée, qui est une formule dans laquelle on essaye de faire dialoguer des développeurs suisses avec des développeurs étrangers qui partagent certaines notions ou certaines visions du jeu vidéo, que ce soit au niveau du game design, du narrative design, des mécaniques ou, dans le cas d'aujourd'hui, de l'animation et de l'esthétique. On a le plaisir de pouvoir accueillir Gabrielle Sonderegger, cofondateur de Sunnyside Games, et Marie Marquet, cofondatrice et directrice créative de Splash Team. Nous aurons également David Javet qui travaille avec nous depuis qu'on a commencé la formule Ahead of the Game, qui est chercheur à l'Université de Lausanne. Vous n'êtes pas venu pour m'écouter, vous êtes venu pour voir des jeux vidéo et entendre Jean en parler. Et donc j'invite Gabrielle à rentrer sur scène pour commencer avec Nocturnal. Bonjour, bonjour. Donc on va commencer par une session de gameplay. Pardon? J'imagine. Ouais, c'est bon. Nickel. Pardon.
Le mystère restera entier. Est-ce qu'on voit ma présentation? Tout est bon. Ok. Donc bonjour, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction. Donc pour un peu de mise en contexte, c'était l'introduction du jeu, une petite partie où on explique encore les règles du jeu. Comme vous avez pu le voir, le jeu tourne autour de la dualité entre le feu et la mist, avec une flamme qu'on essaie de transporter à travers l'entièreté du jeu pour un certain objectif narratif. Mais donc, vu qu'on est là pour parler d'animation, je vais parler directement du sujet qui nous intéresse. Donc on va parler de l'animation dans Nocturnal. Un sujet qui nous a beaucoup passionnés en tant que studio qui aimons beaucoup l'animation, notamment. Et donc, je vais vous parler de Limited Animation. Dans notre contexte, qu'est-ce que c'est la Limited Animation? En gros, je vais essayer de parler de l'ensemble des processus qu'on a mis en place pour essayer de garder un maximum de qualité visuelle sur un scope ou un budget qui soit minimal. Donc, je vais vous passer à travers quelques astuces et quelques éléments qu'on a fait, qu'on a pris en compte durant la production. Mais tout d'abord, je vais devoir vous présenter un élément important au sujet du projet. Nocturnal, c'est un capsule game. Donc, un capsule game, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est l'idée de créer un jeu qui va être court, sur un temps de jeu et un budget qui sera réduit, mais centré sur une mécanique particulière. On pourrait dire que c'est un nouveau segment sur le marché du jeu vidéo, en tout cas une nouvelle façon de le consommer. Moi, j'ai envie de croire que c'est un futur possible, avec quelques exemples notamment comme Gris ou comme A Short Hike. En tout cas, c'est une manière de penser le jeu vidéo qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, ça nous force à être sur une seule idée hyper forte qui va être transmise sur l'entièreté de la production. Typiquement pour nous, c'est cette idée de faire un jeu qui va être court, avec un maximum de qualité visuelle, etc., autour d'une seule mécanique qui est le feu, qu'on va essayer d'explorer autant narrativement qu'en termes de gameplay. Donc ça, c'est à prendre en compte pour la suite de ce que je vais vous présenter, et notamment au niveau de l'animation. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ça veut dire que quand on est allé voir des éditeurs, en l'occurrence, on a été édité et financé par un éditeur français qui s'appelle Dear Villager, on a dû prendre ça en compte. Parce qu'évidemment, je peux vous laisser imaginer, quand on va pitcher un jeu de 2 à 3 heures, les gens sont un petit peu réticents parce qu'ils disent « Ah, mince, comment ça, il n'y a pas de système de RPG, il n'y a pas de 200 armes à looter, il n'y a pas de mécanique roguelite pour faire 8 heures dedans, comment est-ce que les gens vont jouer, comment est-ce que les gens vont faire du Twitch, etc. » Donc ça ferme toute la porte à un marketing organique, et ce qui veut dire, c'est que ça ferme un peu la porte à des hauts budgets. Donc ça veut dire que nous, on a dû penser à un jeu qu'on voulait être beau, mais en même temps avec un budget assez bas et un temps de jeu assez bas. Ce qui veut dire qu'on a dû en tout cas essayer d'être le plus intelligent possible au niveau de la création de l'animation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner juste quelques petites informations sur le projet pour ceux que ça intéresse au-delà de l'animation. Donc, c'est un projet qui a été fait sur Unity, en l'occurrence 2021, maintenant 2022, avec un système de tile map pour les décors, donc des tiles, donc des carrés qui permettent de composer un décor, ce qui était un des premiers choix, mais ce serait le sujet d'une autre discussion, pour essayer de gagner du temps pour la création du jeu et pouvoir créer des gros environnements. Et la particularité du projet qui va nous intéresser, c'est que c'est de l'animation image par image. Donc il y a plusieurs types d'animations, il y a des animations par rig, animations 2D, 3D, etc. Et nous, donc chaque image est dessinée. Ce qui veut dire que potentiellement, ça coûte très cher. Et donc c'est pour ça qu'on a dû essayer d'être intelligent à ce niveau-là. Au niveau des logiciels, un dernier que je mentionne, c'est pour tout ce qui est post-FX de ces animations-là. Je ne vais pas trop en parler, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à demander. On a beaucoup utilisé de Photoshop et d'After Effects pour faire des post-FX sur l'animation. C'est-à-dire qu'on générait des images, puis on faisait des retouches sur la séquence d'images. Et pour vous donner un petit peu le scope et la taille de ce qu'on va parler avant d'entrer sur l'animation directement, Nocturnal, c'est à peu près 300 animations. Il y a à peu près 46 animations rien que pour le personnage principal. On voulait vraiment quelque chose de fluide, qui puisse se tourner à peu près n'importe où, qui puisse monter à mi-échelle, mi-hauteur sur n'importe quel petit obstacle, etc. Et on a 25 personnages complètement animés, donc ce qui veut dire que sur un scoop de 2 heures, comme je vous le disais, sur un jeu qui est en 2 et 3 heures et 4 heures si vous êtes un peu plus lent, ou vous prenez du temps à explorer, ce qui veut dire que ça posait des contraintes budgétaires énormes. Et c'est ce qui va être un petit peu le sujet de ma présentation. Donc, pour commencer à entrer directement dans le vif du sujet de l'animation, on va parler, pas d'animation, désolé, on va parler à la source et on va parler d'abord de développement visuel. Pourquoi ? Parce que la partie développement visuel, donc le character design, la direction artistique, etc., va influencer la manière dont on anime et donc dont les coûts vont se répercuter sur l'animation. Donc ça veut dire que nous, avant même de décider si l'animation va coûter cher, quelles astuces on va prendre, on va essayer d'en discuter directement dès l'étape du développement visuel. Pour ceux que ça intéresse, là je vais montrer une série de concept art et de design qu'on a réalisé pour le personnage principal et pour les environnements. J'ai utilisé la méthode qui s'appelle par pilier de Nate Ragg, une méthode que vous pouvez
qui vient de l'animation, notamment à la Pixar, etc., qui est une méthode où on pense la direction artistique autour de piliers graphiques qu'on va essayer de définir en amont dans la production et qu'on va aller tester avec des gens et leur proposer de deviner les piliers créatifs qu'on a émis pour une direction artistique. Et si vous avez défini une liste de piliers, par exemple, je veux que le personnage dise ça et que la personne la devine, c'est que potentiellement votre intention visuelle est passée. Bref, nous, dans cette étape, pourquoi je parle de l'étape de visual development, c'est qu'on est à la recherche d'une gimmick. Je vais y venir. En fait, c'est une gimmick qui va être hyper importante pour nous simplifier la vie en animation. Donc, ah mince, voilà, faut que j'oublie. Alors donc là, vous pouvez voir, par exemple, je vais vous passer une série d'éléments visuels qu'on a fait pour le jeu. C'est des productions graphiques qui viennent un peu plus tard que le début de la production parce que je voulais que ce soit plus pertinent avec ce que je vais vous montrer. Donc on savait déjà à peu près ce qu'on voulait dégager avec le personnage. Mais c'est une étape où on va tester un petit peu d'aller dans tous les sens. Donc là, on se posait des questions en termes de direction artistique et d'animation. Qu'est-ce qui était faisable sur le budget qu'on avait, sur le temps qu'on avait? Donc pour vous donner aussi une échelle de temps, en totalité, on va dire que le projet Nocturnal, c'est 1 année et demie, on va dire, de production. Et avec éditeur, c'est à peu près 8 mois. Donc vous voyez que c'était très rapide, sachant qu'on devait faire du testing, etc. Donc c'est une prod qui a été très très vite parce que le jeu était court. Ce qui veut dire qu'on devait prendre potentiellement beaucoup de raccourcis. Mais à ce stade-là, on ne se pose pas encore ce genre de questions. Donc là, vous pouvez voir des essais graphiques à la ligne, des essais graphiques un peu plus réalistes, qu'on a vite abandonné, vous imaginez pourquoi, parce qu'animer ça, c'était totalement impossible et impensable. Vous pouvez voir notamment quelques mises en couleur pour le personnage principal. Là, vous pouvez voir qu'on a commencé à se poser la question, OK, quel type d'animation on va essayer d'aller chercher, quel type de représentation. Et vous pouvez voir par exemple que là, on a commencé à styliser un petit peu le personnage. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus cartoon, mais en même temps, il reste très humanoïde, donc assez réaliste dans ses proportions. Ce qui veut dire que quand on a fait les premiers essais d'animation, on se rendait compte que, oulala, sur le budget, s'il y a 40 animations à faire pour un personnage principal et 25 personnages animés, ça va être potentiellement très très compliqué. Là, on peut voir un essai graphique complètement différent où on cherchait de la mise en couleur notamment. On ne le voit pas hyper bien. Vous pouvez voir qu'il y a un essai de mise en couleur assez stylisé qu'on trouvait intéressant. Mais encore une fois, on s'est rendu compte que sur le budget, c'était peut-être un peu complexe. Et donc, on était toujours à la recherche de ce gimmick. On va y arriver. Là, je vous passais quelques éléments graphiques encore. Au niveau de la ligne, on s'est posé certaines questions à certains moments en se disant « Ok, s'il n'y a pas de couleur, peut-être qu'on gagne du temps. » Mais en même temps, on était toujours dans des problématiques de représentation. Un personnage trop réaliste, ça va être un petit peu complexe. Jusqu'à ce qu'on soit passé à la partie décor. À partir de cette partie-là, ça, c'est un des premiers essais graphiques qui avait été fait pour le jeu. On se posait la question si on voulait faire, par exemple, du noir-blanc, si on voulait faire de la peinture, où on voulait aller artistiquement et comment est-ce qu'on pouvait limiter la taille du projet et la complexité. Et en fait, les choses sont arrivées un petit peu organiquement à la recherche de cette gimmick que je vais vous introduire dans 2 slides. Donc là, vous pouvez voir qu'on a quelque chose d'assez peinture, noir-blanc, assez contrasté, qui est assez peint, pour le coup. Et on s'est rendu compte que ça allait être compliqué pour plusieurs raisons, parce qu'on a fait l'essai aussi sur celui-ci. Hop. Nickel. Vous pouvez voir qu'à cette époque-là, on se disait « Ah, ce serait cool peut-être de limiter la précision des personnages et de l'animation avec des effets de peinture. » Vous pouvez voir notamment ici, sur les arbres, qu'on a beaucoup d'effets de peinture qui sont un petit peu plus abstraits, un peu plus expressifs, ce qui nous plaisait. Mais on s'est rendu compte que c'était très difficile à animer, très difficile à garder, notamment pour les décors en termes de tilemap. Pour faire des grilles, c'était très difficile à faire des joints. Et donc, la solution est venue un petit peu toute seule à la fin du VisDev quand on a fait des color keys. Donc là. Donc, en gros, une color key, c'est quoi? C'est un essai d'ambiance en général. Donc, on travaille en petit format pour faire un color key en général, parce qu'on veut juste voir les couleurs d'une scène donnée. Là, vous pouvez le voir, c'était le premier essai que j'avais fait pour la plage de début du jeu. À la base, il devait arriver à une autre période de la journée. Et en fait, vu que j'ai travaillé petit, j'ai commencé à poser le doigt sur le gimmick qu'on recherche. Le gimmick, c'est quoi? Vous allez le voir ici. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, en travaillant petit, on a gagné beaucoup de temps, on est arrivé à une image qui était plus ou moins dans la direction artistique qu'on voulait, et tout en s'étant limité à une chose, le lasso polygonal. Lasso polygonal, qui est une technique Photoshop qui est assez connue, qui consiste à utiliser un outil qui fait des droites et des verticales très très marquées, ce qui fait qu'on évite d'aller dans le détail. Et en fait, on s'est dit, ah tiens, c'est intéressant, on peut réussir à avoir des choses très graphiques, qui pourraient être très lisibles, et qui pourraient en même temps nous faire gagner du temps sur pas mal d'aspects. Et on s'est dit, OK, ici, on a peut-être notre gimmick. Ça veut dire travailler au lasso polygonal pour essayer de gagner du temps. Et on s'est dit, OK, si on part dans cette simplification, ça peut nous amener aussi des éléments qui seront sympas, qui sont ici la cohérence visuelle. Forcément, si on définit un outil qui est limitant, nous, on aime bien essayer de définir des choses qui nous limitent parce que ça nous permet d'évoluer au sein de limites et de contraintes. On ne voit pas les contraintes budgétaires, par exemple, ou certaines contraintes de manière trop négative.
Et donc on s'est dit, ok, ça peut ramener les décors et les personnages. Je vais passer après aux personnages pour expliquer complètement ce que je veux dire. Mais donc on sait que si on utilise le même outil sur des décors et du personnage, bah, potentiellement, ça va rendre le tout visuellement cohérent. L'autre chose, c'est que ça va nous permettre d'assouplir la collaboration d'équipe. Pour des petits projets comme nous, où on change régulièrement d'animateur, on change régulièrement d'artiste, parce que selon les projets, on grossit, on réduit de taille d'équipe, etc. Bon, en fait, ça va nous permettre de se passer des outils et des façons de travailler. Et en fait, c'est hyper important parce que surtout dans notre cas, si on est capable de définir, vous travaillez tous avec cet outil-là, on travaille tous dans une dimension, on va dire, ou dans une direction qui est commune, et on peut vite se dire, ok, tu vois là la direction artistique, elle part un petit peu à droite, là elle part un petit peu à gauche, on n'est pas exactement où on voudrait. Donc on s'est dit, ok, ce gimmick, qui est le lasso polygonal et le côté simplifié un peu graphique, va nous aider donc à gagner aussi sur cet aspect. Et le dernier, ici, je ne sais pas si on le voit bien, c'est que ça limite la complexité. Pourquoi? Parce qu'en travaillant en plus petit et de manière graphique avec ce lasso, ça va nous permettre de gagner en simplification. On ne va pas pouvoir faire des personnages aussi réalistes qu'on le voudrait, on ne va pas pouvoir faire des choses aussi complexes. Notamment, c'est extrêmement difficile d'avoir une direction artistique où on a un personnage très réaliste avec un lasso. Parce qu'en fait, dans le monde réel, on a des courbes un peu partout, des micro-courbes. Quand on fait l'anatomie, on remarque que les muscles sont une succession de milliers de micro-courbes pour faire un volume. Et donc ça prend du temps pour arriver à une forme de réalisme. Et ça nous permet de faire un avant-bras en clic-clic en deux droites. Et maintenant, donc, comment est-ce qu'on a travaillé depuis là? On a décidé d'appliquer ce gimmick. Donc on a repris tout ce que je vous ai montré avant, donc les personnages, et on s'est dit, ok, maintenant qu'on a cette gimmick, comment on fait pour créer le personnage principal? Tout simplement, on a commencé à l'appliquer. Donc comme vous pouvez le voir, là, à droite, notamment le personnage en jeu, vous pouvez voir ce que je veux dire avec le côté polygonal et le côté très graphique, c'est-à-dire qu'on simplifie. On peut voir que le bras, on n'a pas de courbe particulière. On peut voir que les jambes, il y a des courbes, il n'y a pas de courbe, pardon, il y a des droites assez simplifiées. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à poser des contraintes autour de cette gimmick-là, et on s'est demandé, ok, qu'est-ce qui répond à cette gimmick du lasso, à cette gimmick de simplification? Et on s'est dit, ok, je le note là, par exemple, avec le lasso polygonal, on s'est dit, ok, ça va manquer quand même d'ombre et de lumière. Donc on s'est dit, avec cette technique, c'est plus facile, c'est moins complexe les ombres. Donc on s'est dit, ok, on va avoir deux couches d'ombre et de lumière. On va avoir des shapes beaucoup plus simples, donc des formes. Vous pouvez voir que quand même la silhouette est assez simple. On a vraiment des éléments qui sont assez graphiques. On n'a pas trop de détails. Regardez par exemple la complexité de la ceinture, là. C'est beaucoup plus complexe à animer quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on a pu commencer à gagner du temps avant même de faire de l'animation. C'est cette gimmick qui va aller un petit peu partout et nous permettre de cadrer ça. Maintenant, petit exemple sur tout le reste des personnages. On ne voit pas hyper bien parce que ce n'est pas extrêmement contrasté, mais on commence à l'appliquer à tous les caractères design de la production. Donc là, mon job, en gros, c'était de passer sur tous les personnages, de les simplifier le plus possible et de les rendre les plus lisibles possible. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette gimmick, qu'on a trouvé qu'on pouvait simplifier le design et pré-simplifier l'animation, on s'est dit, OK, on a quelque chose, on va faire tout le reste de la production là-dessus, décor, design, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, vu qu'on est sur une thématique d'animation, c'est comment est-ce qu'on fait de l'animation à partir de ça. Donc, partie 3. Alors, hop. Donc nous, on fonctionne sur un système assez simple. Là, on a dû aussi essayer de retourner le processus d'animation, parce qu'habituellement, dans un processus classique d'animation, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, on va faire des clés, puis après on va faire des intervalles, puis après on va cleaner, puis après on va colorer. Et donc on va suivre un chemin qui est assez droit, et on va dire qu'il est assez linéaire, pour arriver à un résultat final. Sauf que ce chemin, il peut être long, surtout dans le cadre d'un jeu vidéo, parce que la spécificité de l'animation dans un jeu vidéo, c'est qu'on doit jouer avec une manette. Et donc toutes ces petites astuces d'animation qui permettent de rendre de l'animation vivante ou qualitative dans le cinéma, par exemple dans un film, dans un Disney, etc., elles ne sont pas vraiment applicables parce que potentiellement, pour vous donner un exemple très concret, on va animer dans des films des réactions, des pré-réactions, etc., qui vont être marquées, qui vont demander beaucoup d'images et qui vont être potentiellement très qualitatives. Mais par contre, ce n'est pas applicable à un jeu. Si le personnage court à droite, au moment où on active le joystick, on veut qu'il court. On ne veut pas qu'il commence à... Et je pars. Ça va être un petit peu compliqué. Donc comme on est parti, on a retourné un petit peu le processus d'animation en partant d'abord à l'idée d'un ce qu'on appelle un blocking. Donc vous pouvez voir qu'on a en gros fait le personnage. Là en l'occurrence c'est un des personnages de base du jeu qui effectue un combo. Et en fait là on va essayer d'avoir les images les plus précises possibles en le moins d'images possible. En gros on essaie de voir comment ça peut fonctionner, comment ça peut jouer. On l'intègre tout de suite. Donc vous pouvez... Pardon, je me trompe à chaque fois.
Donc là, vous pouvez voir qu'on l'a intégré très vite dans le jeu, un truc un peu blanc moche alors que l'ADA commençait autour à se mettre en place. Et là, on teste directement, on essaye de trouver le rythme. Et en fait, dès qu'on a trouvé le rythme de l'action, et qu'on sait que ce personnage-là fonctionne en termes de game design, parce que c'est aussi une partie importante, c'est que vu que l'animation coûte cher en 2D, en image par image, on veut éviter de faire trop de travail inutile et savoir où on va. Donc on a hyper bien défini où on voulait aller en termes de game design pour revenir après. Donc on joue en boucle contre l'ennemi jusqu'à ce qu'on fasse un cahier des charges. Et là, au lieu de partir dans l'intervallage, donc la création d'images entre des poses clés, en gros, on part directement dans un color blocking, nous. Donc un color blocking, c'est simplement cette même animation qui est poussée un petit peu plus loin. Pourquoi? Ça peut paraître un peu contre-productif au début parce qu'on se dit « Ah ben normalement on met les images, les inters, etc. » C'est dans l'idée de direct tester la lisibilité, le process, etc. au niveau du jeu. C'est-à-dire que par exemple là, on a pu voir qu'il y avait des problèmes qui émergeaient très vite. Je n'ai noté quelques-uns là, par exemple dans la lisibilité de la ceinture, les détails du visage ou les pointes sur les cheveux. Concrètement, quand on a commencé à animer, on a pu se rendre compte en faisant ces masses de blanc directement pour les cheveux, les animateurs ont commencé à dire « Ah, vous voyez, on prend quand même pas mal de temps à cleaner les cheveux, par exemple. » Parce que ça fait plein de petites choses. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est dans un processus où on essaie de sauver du temps par rapport à du budget. Chaque petite action va compter parce que sur chaque image, on le reproduit par 500 images pour une animation et potentiellement sur 20 personnages. Et donc une petite action qui paraît anodine va coûter déliramment beaucoup. Donc on va passer peut-être de 10 à 15 000 € de budget en plus sur une production d'animation juste parce qu'on n'a pas fait attention à ce genre de détails. Et donc là, en discutant avec les animateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. Et donc dans notre processus, on va, après, avancer encore un petit peu plus loin en corrigeant ces problèmes. Et on va aller au bout de l'animation sans aller au bout des intervalles. Encore une fois, ce qui paraît être un petit peu mis à l'envers, mais qui va nous faire gagner du temps, on verra quand je vais l'expliquer. Et en gros, là, on ajoute les ombres, on corrige les problèmes qu'on va avoir, notamment pour vous montrer au niveau de la simplification. On s'est dit, OK, si on a des problèmes sur les cheveux, on les simplifie, on a repris notre lasso, parce que vous pouvez voir le problème aussi, c'est qu'au niveau de la direction artistique, au niveau polygonal, on avait commencé à perdre des choses. Là, on perdait l'aspect polygonal de notre personnage. Et donc là, on va jusqu'au bout des ombres, on commence à réamener une forme de simplicité pour expliquer un petit peu, gagner en lisibilité et gagner du temps. Et on va essayer de tricher un petit peu, comme vous avez pu le voir là. En fait, on a décidé que vu que les parties sombres ne se voyaient pas énormément à l'écran, elles n'avaient pas besoin d'ombre. C'est pas très classe, mais ça passe. Si ça marche, il faut le faire. Et donc, vous pouvez voir que ça, cet ensemble de petits détails et ce process où on est passé d'un blocking, mauvais truc, ici, d'un blocking très simple où on allait directement vers le final, en réalité nous fait gagner du temps parce qu'après ça, on joue avec le personnage, on sait exactement quel est son fil et on sait le nombre d'intervalles qu'on va pouvoir ajouter sur le personnage. Et donc après on le teste, on le teste et après c'est là où ça devient intéressant au niveau de cette méthodologie qu'on a utilisée, et c'est pour ça qu'on a pu réussir à maintenir un certain niveau de qualité, évidemment avec beaucoup de problèmes sur d'autres aspects. C'est comme toujours, quand on a un petit budget, on décide de l'allouer à certaines choses ou de ne pas l'allouer à certains autres endroits, mais c'est là qu'on commence à ajouter tous nos intervalles. Ce qui fait que dans ce processus un petit peu mis à l'envers par rapport à un processus d'animation traditionnel, on s'est retrouvé à ne quasiment jamais jeter une image. Alors que sur des précédentes productions, par exemple avec notre précédent jeu qui s'appelait Towaga, on a jeté énormément d'animations parce que d'un coup c'était trop fluide, c'était pas fun au niveau du gameplay, ou alors c'était pas exactement le coup qu'on voulait parce qu'on avait intervallé tout de suite. Et en fait on a fait cette méthodologie-là qui nous permet justement d'avoir pu garder une forme de qualité, comme je disais, même si on a triché sur certains endroits. Je vais vous montrer en conclusion ma dernière slide avant de dépasser trop sur le temps. On voit pas grand-chose. Mais on voit pas grand-chose, mais ici, c'est là où je vous disais justement qu'on n'a pas pu l'appliquer partout. Donc la méthode a fonctionné jusqu'à un certain moment donné. C'est que y avait des monstres qui étaient quand même complexes, on avait des drapés, etc. Et on s'est rendu compte que la décision de faire des ombres, notamment, c'était super pour les personnages qui n'étaient pas trop complexes, mais tous les personnages complexes, ça prenait un temps fou. Et donc c'est pour ça que, par exemple, au niveau des designs, on est parti sur des silhouettes noires, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que, avec un dégradé par-dessus dans le jeu, on n'aurait pas de problème visuel. Et donc, c'est encore une petite triche. Et tout ça, juste pour vous dire que je pense qu'autant au niveau de l'animation qu'au niveau du développement visuel,
il est hyper important, en tout cas selon moi, de tout penser en amont lors de la direction artistique pour trouver ce genre de gimmick. Après, c'est une méthodologie qui marche pour certains ou pas, mais nous, on essaie toujours d'en trouver une, de trouver cette contrainte qui fait qu'on va se sentir peut-être un peu limité visuellement, mais qui va nous permettre de maintenir un niveau de qualité et de cohérence sur l'ensemble d'un projet. Et normalement, je suis arrivé au bout. Merci infiniment, Gabriel, pour cette très très riche présentation, pour toute ta générosité, tout ce partage, tous ces éléments de création et autres. Donc, comme ça a été dit, je suis donc David Javet. Je vais modérer la discussion qu'on va avoir ensuite. Mais pour l'instant, on accueille Marie Marquet, qui nous vient donc de France, pour nous présenter son travail sur Tinykin. Et puis, comme ça a déjà été fait par Gabriel, on aime bien à Ahead of the Game aussi vous donner d'abord une bonne idée de qu'est-ce que c'est que le jeu, qu'est-ce que nos artistes ont créé. Donc Marie va aussi se prêter au jeu du let's play devant vous pendant un petit moment donc de l'introduction de son jeu. Donc voilà, je vous laisse vous installer. J'attends que la régie nous signale que tout est bon. Et donc voilà. Et je remplis un petit peu l'espace en précisant de nouveau effectivement ce format que vous êtes en train de découvrir, qu'on avait déjà fait l'année passée, Ahead of the Game, où l'idée est donc vraiment de rentrer vraiment dans le détail des créations de ces différents jeux qu'on a sélectionnés pour vous au NIF. Et voilà, je me tais. Merci beaucoup Marie et bonne partie. Bonjour à tous. Bon, alors je vais jouer à Tinykin, je vais recommencer une partie, il y a une petite vidéo d'intro et ensuite ça va être pas mal de tutoriels. Mais bon, vous allez voir une bonne partie du jeu quand même. Aegis, my beautiful planet, shining with life, the home planet of humanity, according to what they teach in school. Nowadays, I'm the one teaching. I'm Maladan, an archaeologist and researcher in the most prestigious university in the world. And this is Nevis, my assistant. I've studied relics, artifacts, and fossils. And my conclusion is clear. Humans do not originate from Aegis, but somewhere else. Our true home planet awaits us, far beyond the stars. During my research, I came across an ancient signal, clearly of human origin, emanating from a nearby galaxy. Since that discovery, I've been preparing to go and meet the originator of the signal. We've explored each planet from pole to pole, and now we found it. It's decided. Nevis and I will go to this mysterious planet to uncover the secret of humanity's origins. Je crois qu'il y a une autre musique qui joue en même temps. Ouais, là, ça vient pas du jeu, ça. C'est l'autre jeu qui doit jouer en fond. Vas-y, tu peux remonter. Ce que vous avez entendu, normalement, il n'y a pas deux musiques en même temps, mais c'était à peu près ça.
Toby like Figa, Tino T, Ulu Toby, Till Sotita to Milo, Tino T, to be, Hey, what killer, Milo, what, Timo, Cowley, Boo, like Shewoli, David Chu, Caldo Tay, La, Sono, Tulela, Kiwi, Milo, Tino, Bill, Figa, Killer, Milo, to like, Killer, to Figa, Kill. Sela, Milo, Senator, Bola, Tino T. Rồi lại thế thì thêm. Đi theo chú chỗ lô lô là sono. Theo vô chế lũ thớ bé thì khen. Flú lê bộ. Chế lũ thớ bé trường bè đứng sono. Theo vô lại sono. Sani chủ là. Thế lại bí lộ. Châu chế lũ bộ. Chế lũ thì gạo sono. Sao bị chế là. Milo wa teimo no biwo. Shabiwo sono. Theo vô lại vụ. Flute xì phiêu. Play lại đại quý biwo. Là châu lâu phì phiêu. Xin lâu vụ. Milo wa sono. Take out. Nah. Say the we will. Today we took you. Care will you? Totally out.
C'est mon play. C'est noté, vous. C'est mon play. C'est l'obéo. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Marie pour cette petite séquence de jeu. C'était super de pouvoir découvrir Tinykin joué par toi. Et puis maintenant, on va se prendre un petit moment, tous les deux, pour discuter de la jeunesse du projet, discuter de comment on en est arrivé à ce qu'on a vu là, parce qu'on a un projet qui est très fini, qui est très polish, qui est très bien, qui a été vraiment travaillé. Et puis, tu nous as transmis donc des vidéos, des moments, enfin des différentes étapes lors de la création du projet, de la genèse du projet. Et je te propose qu'on en discute un petit peu et puis qu'on voit comment est-ce qu'on part d'une idée, d'un concept, d'une impulsion pour arriver à cette proposition finale. Et donc, je propose à la régie de lancer, si possible, la vidéo 1, qui est donc la vidéo de la première forme qu'a pris le jeu. Alors oui, tout à fait. Tinykin, c'est parti d'une Game Jam. Donc la Global Game Jam 2019, peut-être que vous la connaissez, c'est une Game Jam internationale où on avait formé une petite équipe. Alors moi, je ne faisais pas partie de l'équipe. Moi, j'organisais la Game Jam à l'époque. Ah, ok. Et donc, une petite équipe s'est formée et ils ont créé un jeu qui s'appelle Bubble Town. Le thème de la Game Jam, c'était qu'est-ce que la maison signifie pour vous, qu'est-ce que le foyer signifie pour vous. Et ils ont créé ce petit jeu qui parle d'anxiété, etc., où on allait chercher des amis qui nous suivaient un peu partout. De ça, ensuite, ils ont décidé, ça a plu aux gens. Moi, je me rappelle avoir testé à l'époque et je me suis dit... trop stylé pour un jeu de Game Jam, vraiment ils ont fait quelque chose de fini, il y a du potentiel. Et quand tu dis que ça parle d'anxiété, je m'excuse, je te coupe, c'est vraiment cette idée qu'au centre on a donc la maison qui est lumineuse et puis sur l'extérieur on a cette forêt inquiétante et donc c'est jouer avec ce contraste. C'est ça, et la seule manière de s'en sortir c'est d'aller chercher des amis. Ouais. L'idée c'était, dehors ça peut faire peur mais si on est bien accompagné ça peut bien se passer. Okay. Donc ils ont fait ce petit jeu et ensuite ils se sont dit mais en fait on travaille bien ensemble et on a envie de faire quelque chose. Donc à l'époque ça s'appelait Bubble Town. Ils ont commencé à développer un jeu qui était un roguelike. Donc c'est la vidéo suivante. Oui, alors si on lançait la deuxième vidéo. Ils ont travaillé pendant quelques mois sur un roguelike procédural où on reprenait le concept des petits personnages qui nous suivent dans un univers, toujours avec des personnages 2D dans un univers en 3D. Et donc ils ont fait le prototype du jeu Sbires qui va arriver. Donc la vidéo numéro 2. Ouais. Et donc ça, oui, alors donc le cœur... Exactement, voilà, c'est okay, ça. Super. Et donc là, on voit déjà qu'on a
On a un point de vue, là on est en caméra fixe. Hein. C'est ça. Ouais. C'est une caméra fixe. Il y a des personnages qui nous suivent, qui s'appelaient les sbires à l'époque. Et donc on se balade, on tape des monstres. Ça ressemble un peu plus à Pikmin que ça l'était auparavant. Et on doit récolter nos petits potes et les donner en offrande à un totem. Voilà. Donc là, c'était vraiment quelque chose de très procédural, avec des maps générées aléatoirement, etc. Et donc il y a déjà cette boucle de jeu qu'on retrouve quand même énormément si vous jouez à Tinykin, qui est vraiment une boucle. Il faut d'abord explorer pour faire exploser des petits œufs, pour réunir son équipe derrière soi. Enfin, exactement. Tu l'as dit, c'est très... ça fait beaucoup penser à Pikmin. C'est ça, la mécanique est complètement reprise à Pikmin, d'aller chercher des petits compagnons, de les utiliser pour combattre, faire un peu sa vie. Et donc ça, ils l'ont présenté au Stunfest notamment en 2019. Stunfest qui est un festival à Rennes. C'est ça, un festival de jeux vidéo indépendants à Rennes. Ils l'ont présenté et ils ont continué à travailler dessus ensuite quelques mois. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux procéduraux qui sortent ces derniers temps et qui sortent depuis plusieurs années. Et ils avaient envie de partir sur quelque chose d'un peu plus ambitieux et de nouveau. Et c'est là où j'interviens. Attends, je t'arrête un petit peu là-dessus. Ouais. En quoi le procédural n'est pas ambitieux? Enfin, ça paraissait un peu trop facile, en gros, d'utiliser justement de la génération aléatoire de cartes. Ils voulaient en gros vraiment plus... Ils sont venus te chercher pour construire quelque chose de plus solide, mieux pensé, avec vraiment un narrative design, c'est ça. En fait, des décors bien designés. C'était surtout le procédural, ils l'avaient déjà acquis. C'était facile de faire des maps parce qu'ils avaient déjà fait l'outil. Mais par contre, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas toute une construction d'univers qui n'était pas encore là. Et donc, ils voulaient chercher quelque chose de plus ambitieux et potentiellement partir sur complètement un autre type de jeu. Et là, par contre, dans ce prototype, la dimension de la maison est pratiquement plus du tout là, en fait. On est dans des espaces naturels. On a complètement quitté. Le foyer a disparu complètement. Ouais, parce qu'après, il va revenir en force. Enfin, tu vas le ramener en force avec Tinykin, mais. Oui, à ce moment-là, c'était plus du tout Là, l'objectif, c'était de faire un jeu très arcade, très immédiat, avec des mécaniques assez d'action, quoi. Ouais. Et voilà, donc ça on a mis de côté parce que voilà, l'équipe était plus trop motivée par le projet, essayer de trouver quelque chose de plus ambitieux. Quand je veux dire plus ambitieux, c'est que là, c'était financé par leurs propres fonds et ils avaient l'intention d'aller chercher un éditeur, potentiellement, ils ne savaient pas trop, et c'est là où je les ai rencontrés. Ouais. Et c'est là où on a donc une troisième vidéo qui est donc, si on peut lancer la vidéo 3, qui est donc le trailer que vous allez envoyer à ceux qui vont devenir en fait vos éditeurs, vos publishers, donc Tiny Build. C'est assumé d'ailleurs ce lien Tinykin, Tiny Build. Oh là là. Donc à l'époque ça s'appelait Sbires. Dans ce qu'on a présenté c'était Sbires. Ça avait gardé ce nom-là. Le problème c'est que les éditeurs ils nous ont dit non mais en fait c'est juste imprononçable en anglais donc vous n'allez pas faire ça. Et on a cherché pendant hyper longtemps comment ça pouvait s'appeler. On est tout petit dans une grande maison, on voulait le côté tiny. Ouais. Et kin, ça veut dire les petits potes, quoi, les petits compagnons. Ça nous semblait assez évident. Eux, ils nous ont dit, vous faites pas ça. On s'appelle Tiny Build. Il y a un truc qui va pas. On dirait qu'on vous force et tout. On fait non, mais nous ça nous va. Okay. Ils ont fait bon, ok, ça marche. On part là-dessus. Mais ils n'étaient pas hyper pour à la base, c'était rien à voir. Ah, c'est plus eux qui ont essayé de vous retenir, en fait. C'est ça. Comme ça, ouais. Okay. Et donc, à l'époque de Sbires, il n'y avait pas de studio, de l'autre Sbires, il n'y avait pas de studio. Je suis arrivée et moi, ma spécialité, c'est un peu la narration, la création d'univers. Et c'est pour ça que je suis directrice créative. C'est-à-dire que je vais gérer un peu la cohérence de tout l'univers, que ce soit dans la narration, les graphismes, les mécaniques de gameplay, etc. Et avec Romain, donc le second cofondateur qui avait fait Splasher, on avait une passion, c'était les platformers 3D. On adorait ça. Moi, je jouais quand j'étais gamine à Ratchet & Clank, notamment, Jack and Daxter. Lui, c'était un gros fan de Crash Bandicoot. Ah, ok. Et on avait cette passion en commun de Pikmin. C'était vraiment un jeu qu'on adorait. Et on s'est dit, en fait, fini le procédural. On va faire un jeu comme on aime, avec ce qu'on voit là, donc des cinématiques qui montrent un peu tout le décor avant de se plonger dedans, comme dans Mario Sunshine, par exemple. Où ils aiment bien faire ça. En fait, on va prendre tout ce qu'on aime, on va le mettre dans un jeu. Oui, là, on voit typiquement dans cette version-là, on est dans une caméra manipulable, dans un déplacement dans un espace vraiment en 3D. C'est ça. Vraiment construit. Et c'est assez intéressant de retrouver aussi déjà quelque chose qui, à mon avis, fait aussi un peu la saveur de Tinykin si vous y jouez ou si vous y avez joué, avec aussi toute une dimension
référence à un contexte social, avec des fourmis qui font la révolution. Tout à fait. Voilà, on va jouer, il va y avoir une version de Robespierre, il va y avoir une version de Arsène Lupin. Je Ouais. crois que même toi, d'ailleurs, tu es dans le jeu. Oui, je suis dans le jeu, ouais. Tu es joue, une une- serveuse fourmi. Je joue une comptable pas Ah cool. Ouais. Et donc aussi, on adorait Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je sais Ah ouais. pas si vous connaissez. Et donc on a dit, on va tout faire d'un coup, comme ça va être super. Et là, on s'est mis à développer cette version du jeu qui s'appelait encore Sbires à l'époque, comme je disais tout à l'heure, pour aller chercher des éditeurs. Donc là, on a vraiment travaillé, comme on dit, dans notre garage pendant 1 an pour sortir ça, avec Romain. Ça, c'est 1 an de travail par rapport à la version C'est ça. qu'on avait avant. C'est un peu moins, c'est 8 mois quoi, de Ok. travail. Parce que en fait, c'est simple, on n'avait pas de graphiste, on n'avait pas d'animateur non plus. Et en fait, je me suis formée à l'animation au passage. On était juste là, level designer, game designer et programmeur, donc on s'est un peu débrouillé comme on pouvait, en allant chercher des potes et tout. Et donc, c'est pour ça que ça dure autant de temps. On a présenté ça à des éditeurs, on a eu pas mal de réponses, étonnamment. En fait, à la Splash Team, on a ce truc-là de toujours partager ce qu'on fait. Mhm. Sur Twitter, on balance tout, même si c'est nul, même si c'est moche, parce que ça, c'est vraiment vilain. Pas de problème, on partage tout parce qu'on a envie de montrer ce qu'on peut faire. Et en tant que développeur indépendant, si on ne parle pas de soi, personne ne nous connaîtra. Donc l'idée, c'était vraiment de balancer tout ce qu'on avait. Et en fait, ça a marché, puisque Tiny Build, on a été les voir, mais c'est eux qui sont venus nous voir en premier. En nous envoyant un MP Twitter en disant c'est super cool ce que vous faites, venez nous voir quand vous avez un prototype. Ouais. Ce qu'on a fait, on a été voir d'autres Et eux, ils éditeurs. sont localisés où? Excuse-moi, Tiny Build. Tiny Build, ils sont Géographiquement, vous aux avez dit États-Unis. Aux États-Unis, ok. C'est ça. Donc ils sont venus nous voir, on a autres éditeurs sont venus nous voir, on a décidé de signer avec eux parce qu'on a vraiment bien sympathisé et on a commencé l'aventure Tinykin avec cette fois une vraie direction artistique menée par Simon Trousselier, Simon Hutt, qui a travaillé notamment il a fait Disney, Ankama, il a vraiment un bon parcours et toute une équipe de 10 personnes qui ont travaillé sur le projet. Ok. Super. Ouais, bon, bah alors pour le coup, après, par contre, on voit déjà qu'il y a déjà beaucoup d'éléments en fait que vous avez déjà construits. Alors pour revenir sur le rapport, effectivement, bon, il y a tout le jeu du point de vue sur le gigantisme, la taille des éléments. Tout à fait. Il y a quelque chose, comme tu dis, chérie, j'ai rétréci les gosses, mais là, vous allez vraiment dans une dimension où tout paraît vraiment monumental. Le frigo apparaît comme une sorte d'immense montagne, mais aussi par rapport à l'animation, par rapport à ça, là, en termes de vraiment facture, pour ce build-là spécifique, tu te souviens un petit peu de l'approche que toi tu avais eue, les outils que tu as utilisés Oui. Est-ce que, par rapport à, par exemple, ce qu'a pu nous dire Gabriel avant, est-ce qu'il y a aussi des raccourcis que tu as dû prendre ou des... Alors, nous, c'était particulier parce que nous, on ne fait pas de l'animation frame par frame. Ouais. Déjà, c'est beaucoup moins coûteux. On en parlait juste avant. C'est-à-dire que l'animation frame par frame, ça dépasse le budget des animations 3D. Nous, on a une animation puppet, c'est-à-dire qu'on va mettre des os à nos personnages, les riguer, les skinner, pour faire en sorte qu'ils bougent. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais appris en autodidacte pendant mes études, sur un logiciel qui s'appelait Crazy Talk Animator, qui est un logiciel qui est utilisé pour faire de la captation de visage, mais aussi pour faire de l'animation comme ça. C'était pas le logiciel idéal, on va dire, parce que c'était pas optimisé pour le jeu vidéo. Et en fait, pour Noël, on m'avait offert Spine 2D, qui est un excellent logiciel d'animation 2D, Puppet, que j'utilise encore maintenant et que j'adore. Ce logiciel est vraiment incroyable. Il ne bug pas vraiment, il est vraiment impeccable. Et là, je me suis dit, il faut que j'apprenne. Et j'ai appris pendant la production, pendant les 1 an, à animer. Et en fait, après, j'ai fini par faire pratiquement toutes les animations du jeu, à part du personnage principal qui a été fait par le directeur artistique Simon. Ok. Voilà. Donc, on a utilisé Spine pour la 2D et Unity comme juste avant pour le développement du jeu, qui sont des logiciels qui sont finalement pas très chers et très très bien. Ok. Est-ce qu'on a peut-être encore juste un tout petit moment de lancer juste les petites séquences d'animation pour peut-être les commenter avant de demander à Gabriel de nous rejoindre pour une discussion plus ouverte. On les a déjà vues en fait, ces animations. On en a en tout cas vu une en fait qui sont des animations un peu de présentation des pouvoirs des Tinykin. Alors là, moi, ma question c'est, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez produit à l'interne ou est-ce que vous avez mandaté justement des gens à l'externe pour produire justement la séquence d'introduction qu'on a vue, les séquences finales, mais aussi toutes ces petites séquences? Alors, il faut savoir qu'à la base, on n'avait pas le budget pour faire ça. C'est comme tu disais juste avant, Gabriel,
c'est des choses qui coûtent vraiment très cher. Là, c'est du frame par frame. Nous, ça nous tenait à cœur parce que c'est un jeu assez cartoon. Et donc, on avait envie d'avoir des moments cartoon dans le jeu, vraiment animés, côté dessin animé. Et ils nous ont dit, écoutez, on rallonge le budget pour vous proposer des animations 2D parce que c'est plus vendeur en plus. Et on a contacté le studio L'Effet Spécial qui est dans la même ville que notre studio, donc à Montpellier. Et en fait, on a fait ça au dernier moment. On a fait ça 5 mois avant la sortie. Ah, d'accord. Ouais, le projet a duré 3 ans, 5 mois avant la sortie. C'était très intense. Et donc, je m'occupais notamment du storyboard, de gérer les équipes là-dessus, d'avoir les idées des cinématiques. Et on a travaillé en fait avec eux vraiment tous les jours pour proposer des plans, des ajustements, tricher un peu, comme tu disais Gabriel, pour faire en sorte de réutiliser un maximum, faire des plans séparés, etc. Ouais. Et on est hyper content parce que le rendu est assez chouette. Ouais, ça en fait en plus des séquences qui sont vraiment fondamentales parce qu'on découvre de manière assez festive en fait quel va être le nouveau pouvoir qu'on va obtenir. Hein. Chaque nouveau monde, chaque nouvelle zone où on arrive, en fait, on obtient un nouveau pouvoir. C'est ça. Donc en fait, on sait qu'on va avoir une nouvelle séquence animée qui va nous présenter un de ces petits personnages. Oui, on trouvait ça hyper dommage que ce soit un texte écrit. C'est mieux de l'illustrer directement. Donc on a eu ça, les séquences pour présenter les pouvoirs des Tinykin et aussi la séquence d'introduction dans le jeu et que vous avez pu voir au début et la séquence finale parce que pour clôturer le jeu on ne voyait pas comment faire autrement, on n'avait pas fait un texte quoi. Ouais. Je trouve ça hyper triste donc surtout qu'on est sur des thématiques assez complexes sur le final. On va peut-être pas spoiler la fin mais on est sur tout à coup on est sur ça devient sérieux. Ouais, ça devient très science-fiction, ça devient très voilà. C'est ça. Déjà rien que là j'en dis un peu trop. Mais voilà. Parce qu'en fait Tinykin c'est dans une maison mais c'est que de la science-fiction. Mais bon. Ouais. Bon, en plus, on joue un personnage d'astronaute. Merci beaucoup, Marie. Je propose qu'on demande à Gabriel de venir nous rejoindre ici sur cette petite chaise qui est prévue pour lui. Et puis qu'on profite de ce moment où on a la chance de vous avoir pour partir de vos projets. N'hésitez pas aussi, vous, à intervenir l'un avec l'autre, à vous poser des questions aussi sur les projets de l'un et de l'autre. Mais voilà, réfléchir aussi un peu à ces liens entre ces deux projets, avoir aussi une discussion peut-être plus générale si ça intéresse aussi le public, n'hésitez pas évidemment, au bout d'un moment on va ouvrir aux questions sur la production de jeux vidéo en général, l'état actuel de l'industrie, enfin si tant est que vous vous sentez légitime à répondre à des questions aussi complexes. Mais voilà, moi ma première question pour un petit peu le lancer la discussion, alors ça a été aussi un petit peu abordé par l'un et par l'autre. Une des questions qu'on se posait lorsqu'on a conceptualisé justement la rencontre d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à si on est face, alors moi j'en suis convaincu, et puis tu as aussi répondu un petit peu Gabriel, à vraiment une spécificité vraiment dans le médium vidéoludique, dans le jeu vidéo, dans la manière dont on fait de l'animation. Quand on sait que justement ça va être des animations qui vont être manipulées, qui vont être justement actionnées. Donc qu'est-ce qui pour vous en fait représente vraiment quelque chose de vraiment très très spécifique au médium vidéoludique par rapport à l'animation. En quoi est-ce qu'on a on a un rapport vraiment très différent en fait à comment est-ce qu'on pense l'animation. C'est une question très ouverte. Vas-y, je t'en prie. Je dirais sur plusieurs aspects. Un, par exemple, qui nous pose problème à chaque fois, c'est l'aspect générique des animations. C'est-à-dire que une animation, on va la voir des centaines de fois en boucle sur des centaines de PNJ différents, sur des centaines d'ennemis, ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des actings, en tout cas un jeu d'acteurs hyper expressif comme on aurait au cinéma, par exemple. Nous, on venait de l'animation cinéma à la base, et donc on a eu plein de problèmes au début où, par exemple, un personnage avait un coup d'épée trop visuellement marqué au niveau de son caractère. En gros, vous faites des trop belles animations. Non, c'est plutôt trop marqué au niveau de l'expression, trop au niveau du geste. Et donc, d'un coup, on avait l'impression que c'était la même personne qu'on tuait 200 fois. Ah, d'accord. Et donc, c'est ça la problématique. Ouais. Et donc, par exemple, je trouve que en tout cas, des éléments les plus complexes, c'est d'arriver à ce niveau où on arrive à avoir une animation lisible et chouette, tout en étant assez générique pour qu'on puisse la coller sur 200 ennemis. D'accord. Et donc ça, nous, c'était une vraie problématique, parce que, par exemple, sur un des ennemis de base, on avait fait un geste très particulier, et ce geste, on le voit 200 fois, et on a des problèmes. C'est pour ça que des animations aussi bêtes qu'un idle... un idle, c'est donc le personnage qui s'arrête, en fait, on ne le bouge plus, et puis il se met à faire des fois des choses, à regarder sa montre. Vu qu'on le met en boucle, et qu'on le voit tout le temps, il suffit qu'il y ait un geste un petit peu trop, et d'un coup, on a l'impression qu'on voit la répétition, et ça nous agace. C'est pour ça que nous, l'animation la plus dure du jeu, et on a hésité jusqu'à la fin à l'enlever, c'était la marche. La marche narrative, juste le personnage qui marche. On n'arrivait pas à trouver une marche qui paraissait naturelle.
et pas, trouver le niveau entre générique et quelque chose qui avait du caractère. On avait l'impression que soit c'était un robot parce qu'on voulait pas avoir de mouvement trop marqué, soit d'un coup, ça nous énervait parce que tout le temps on avait le bras. En gros, il y a le risque que l'animation nous ennuie, en fait, parce qu'on la voit trop, parce qu'elle est trop répétée en boucle. Qu'on voit la même personne ou qu'on voit le même geste. C'est-à-dire que, par exemple, dans une silhouette, comme on disait d'un idol, quand on respire, il suffit qu'on mette dans le cycle un bras qui bouge un peu trop, et l'œil va se fixer sur le bras, et on va tout de suite voir le bras qui fait ça, et ça va devenir bizarre. Et ça, souvent, la réponse, alors que vous avez trouvé, c'est vraiment de minimiser, d'être un peu plus, un peu moins généreux sur les mouvements ou les expressions, être dans quelque chose d'un peu... Un acting un peu moins présent, un jeu d'acteur un peu moins fort. Et je sais que ça a été très difficile pour notre lead anime, notamment qui vient de l'animation tradi, justement, où lui, on l'encourage tout le temps à avoir un acting hyper fort, etc. Et donc, je sais que ça l'agaçait beaucoup. On devait lui dire tout le temps, non, diminue. Ouais. Voilà, ton super geste hyper cool dans l'anime, on le voit 400 fois et c'est hyper bizarre. Est-ce que c'est quelque chose, à ton sens, c'est quelque chose, moi j'entends, qui correspond aussi un petit peu avec les problématiques du sound design, ou si on ne fait pas attention, par exemple, à notre bruit de saut, très vite, ça peut être ennuyeux, en fait. Au bout du 4e ou 5e fois où on saute, au bout d'un moment, on en a marre, en fait, d'entendre le personnage qui fait tout le temps tout le temps le même saut. Donc, il faut apporter aussi peut-être un peu d'aléatoire ou trouver ce juste milieu, en fait, entre du trop, mais aussi entre du fonctionnel et du... Le son, typiquement, je pense que c'est pareil pour vous. Nous, par exemple, tous les bruitages, soit casser une porte ou frapper contre un mur, il y a un random qui pitch légèrement le son, juste pour que tu n'aies pas l'impression que c'est le même son. Sinon, ça fait cling, cling, cling. À chaque fois légèrement différent et autres. Mais par contre, il n'y a pas de randomizer dans les animations. Vous n'avez pas de... Ah non, c'est vrai. Il n'y a pas tout à coup certaines frames, le mouvement de bras tout à coup est aléatoire et vient. On aurait aimé, qui sait, avec les nouvelles technologies. Image par image, c'est compliqué un petit peu. Donc je pourrais dire en tout cas que c'est une spécificité que j'ai vue moi. Ouais. Puis Marie, pour vous, vous avez quelque chose? Oui, en fait, c'est toutes les animations gameplay, donc c'est pas moi qui les ai faites, c'est Simon, mais on a travaillé ensemble là-dessus. C'est-à-dire qu'un saut, on peut pas avoir tout le mouvement du personnage qui plie les jambes, qui se relève, etc., comme on pourrait avoir dans l'animation traditionnelle, puisqu'on a du gameplay qui est associé. Le saut, il faut qu'il soit rapide. Donc en fait, c'est le gameplay qui va déterminer combien de temps va durer le saut et pas l'animation. Donc c'est à l'animateur de s'adapter au gameplay et pas l'inverse. Et ça, c'est spécifique aux jeux vidéo, puisqu'il n'y a que là où on peut manipuler le personnage. Voilà. Et surtout qu'en fait, et l'un et l'autre, vous avez des mécaniques qui sont très nerveuses, en fait. Il faut vraiment que le saut il vienne tout de suite, surtout dans un platformer 3D, mais aussi, pour le coup, là, on a vu les quelques combats où il faut esquiver au bon moment. On ne peut pas se permettre, effectivement, de... Il y a des jeux qui ont essayé dans l'histoire du jeu vidéo de faire des beaux processus d'animation, mais tout de suite, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui nous résiste, en fait. C'est ça, on a l'impression. Et puis aussi, il y a de la latence dans le mouvement. Et il n'y a rien de plus désagréable que de sauter et d'attendre que l'animation se finisse pour rattraper. Nous, toutes les animations, elles peuvent être cutées à n'importe quel moment. Donc Spine le fait assez bien, c'est-à-dire qu'il fait une légère transition entre deux animations, mais il faut quand même être OK pour que le perso, d'un coup, se passe à autre chose et que ça soit fluide. Et ça, c'est par rapport à votre portfolio, à vous, la Splash Team, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu... par rapport au fait que le jeu que vous ayez fait avant, Splasher, ce soit un jeu qui soit beaucoup utilisé pour des speedruns, qui est très technique, qui est très nerveux, arcade et autres, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une sorte de transfert de compétences à ce niveau-là Oui, bien sûr. Pour être capable de faire un jeu comme Tiny King, qui est mignon, mais il est précis, quoi. Ça bouge bien, il y a un bon game feel et autres. En fait, c'est Romain qui s'occupe du game feel, donc le cofondateur du studio, qui était aussi à la tête de Splasher. Et lui, sa spécialité, c'est justement de faire des jeux très nerveux. Donc, il avait l'habitude, surtout avec Splasher, vu qu'effectivement, il y a du speedrun à fond. Dans Splasher, c'est vraiment très, très, très nerveux. Tiny King, ça l'est, mais un tout petit peu moins. Donc, lui, il est arrivé, il a dit non, mais en fait, c'est comme ça. Ça ne sera pas autrement. Voilà, les animations, elles doivent être cut à n'importe quel moment. Et même si ça fait conflit aussi avec l'animateur qui disait ouais, mais c'est pas très joli là. Ils se sont adaptés, ils ont réussi à faire un truc qui fonctionne très bien maintenant. Et donc, par rapport à ça, et cette idée en fait que le maître mot, c'est le game feel, c'est le plaisir de jeu, c'est la sensation, c'est l'immédiateté des inputs et des outputs, donc des manipulations du joueur et de la joueuse. Question peut-être un peu naïve ou autre, que j'aime, je me dis, mais comment est-ce qu'on playtest, comment est-ce qu'on teste des animations? Comment est-ce qu'on arrive en fait à voir si notre animation, elle marche? Enfin, on sait qu'il y a des séquences typiquement de playtest ou de QA dans le jeu vidéo où on va observer des gens qui jouent à nos jeux, à notre jeu et autres. Est-ce qu'il y a une posture particulière? Est-ce qu'il y a un regard particulier où on se dit cette animation elle n'est pas assez claire, elle ne marche pas, ou le personnage il n'est pas compris, ou ses fondamentaux ils sont pas très clairs et autres? Est-ce que là il y a un processus qui existe par rapport à ça, ou au final c'est plus une sorte
d'impression un peu générale des gens qui disent j'aime bien le perso, j'aime pas le perso ou autre. Gabriel, peut-être. Ouais, je pourrais dire le playtest, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que nous, rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'en général, on fait d'abord le caractère contrôleur du personnage principal. On le donne dans toutes les mains possibles, tous les types de joueurs possibles, et on regarde qu'est-ce qui bloque. Mais ça passe vraiment par les mains quand même du joueur et de la joueuse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où, par exemple, vous montrez à quelqu'un juste l'animation de mouvement et vous lui demandez... Non, alors nous, on va le faire en interne avec l'expérience un petit peu où on va savoir un peu quoi faire, mais on a toujours des surprises. Et vraiment, le but, c'est plutôt de le mettre dans le plus de mains possible, de profils de joueurs différents surtout. Et tu testes un peu dans les niveaux, tu regardes, tu regardes s'ils s'accrochent bien, si les gens s'attendaient à ce que le personnage s'accroche là ou pas. Et donc nous, par exemple, c'était des problématiques, savoir quel mur automatiquement tu le montes, ou est-ce que naturellement tu as l'impression que ton œil fait que tu snaps sur une plateforme. Ok, tu auras la distance pour... Et tout ça, c'est des trucs à tester en boucle avec du playtest pour voir si tout le monde y arrive ou s'il y a de la frustration sur différents types de joueurs. Mais est-ce qu'il y a des fois des retours de playtest avec des gens qui disent « Ah, j'aime pas comment ce personnage il bouge » ou « Ça me plaît pas » ou... Oui, nous on a eu par exemple, il y avait une bataille un tout petit peu dans les playtests entre les gens qui voulaient un truc super flottant. Et donc faire des combos en l'air, la Devil May Cry, etc. Ah, flottant, c'est-à-dire dans les combats, tu arrives à maintenir les ennemis en l'air. Exactement. Donc, continuer à enchaîner. Et alors que d'autres, comme nous, on voulait quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu plus lent, plus au sol, etc. Et donc oui, et puis là, des fois, pour certains vont dire que ça paraît lourd, alors pour d'autres, c'est juste. Tous les goûts sont dans la nature. À ce moment-là, c'est un public cible. Est-ce qu'on touche le bon joueur qui a envie de jouer à notre jeu et qui apprécie? Mais est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose à voir avec peut-être le fait que le personnage apparaît agile dans ses animations et donc les gens veulent un style de combat agile, rapide Possiblement, ça peut arriver. En tout cas, de notre cas, c'était plutôt en général du goût en fonction de la direction qu'on voulait prendre. Mais après, forcément, il y a toujours des petites attentes au niveau du genre de jeu où tu arrives et tu projettes tes propres attentes sur le jeu. Par exemple, nous, on a une mécanique très focus sur le feu, etc., sur tout ce qui est un peu puzzly. Et par exemple, certains arrivaient avec des attentes de RPG, ils s'attendaient à un talent tree avec 300 trucs dedans. Ah ouais, énormément de compétences qu'on débloque. C'est normal parce qu'ils ont été éduqués à jouer à certains jeux en boucle qui ont les mêmes mécanismes et donc c'était absent. Et donc ça peut être vu comme un défaut. Et puis alors ça, l'enjeu, je m'excuse, après je viens à toi Marie, mais... Et puis alors ça, l'enjeu, c'est plus de gérer bien la communication pour être sûr que les gens, quand ils arrivent à ton jeu, ils savent à quoi s'attendre en fait. Et pas commencer à dire que c'est un RPG par exemple. Oui, tout à fait. Alors il y a un enjeu de communication à pas promettre et à bien communiquer sur le jeu, à dire le jeu c'est ça. Et après, moi j'ai envie de tendance à penser que ça reste une intention artistique. Voilà, j'accepte que certains vont ne pas entrer. Et donc il y a aussi une prise de risque et c'est excitant. Le jeu n'est pas fait pour tout le monde, c'est normal. Et donc on accepte aussi d'avoir un truc un peu radical et dire voilà, le jeu qu'on voulait faire c'est ça. Mais on le communique comme ça. Tant qu'on le communique bien, je pense que c'est ce qui compte. Puis alors côté Splash Team, est-ce que vous avez un processus de playtest des animations? Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en gros pour vérifier que nos animations fonctionnent. On a déjà ce que tu dis. Donc les joueurs testent et nous font des retours à un moment. S'il y a vraiment un truc qui cloche, ils ne vont pas hésiter à le dire. Par exemple, nous, on a une animation qui cloche vraiment beaucoup. C'est Milo quand il monte à des échelles. Donc le personnage principal s'appelle Milo. Il monte à des échelles. C'est problématique parce que, ça l'est toujours, parce que nos personnages sont en 2D dans un univers en 3D et ils n'ont pas la possibilité d'interagir avec les éléments 3D, ce qui nous a posé beaucoup trop de problèmes dans la prod, mais c'était une volonté artistique entre autres et de budget pour nous. Des fois, les personnages, on dirait qu'ils sont à côté des objets, mais qu'ils n'interagissent pas avec, etc. Aussi, quand notre personnage principal avance et recule, il regarde toujours la caméra. Et il y a des gens qui ont pris le jeu en main et qui nous ont fait « Non mais c'est pas possible, il peut arrêter de me regarder 5 minutes ?» Oui, c'est comme ça. Donc on avait 2 types de joueurs, ceux qui disaient que ça les dérangeait, donc on a hésité à faire le dos du perso, mais on s'est dit « Après on le verra plus que de dos, etc. » Et ceux qui nous disaient « Non, non, ça va ». Et la majorité, après les playtests, nous ont dit « Au final, au bout d'un moment, on s'en fiche. » Donc on a passé. Mais on a eu pas mal de retours comme ça tout au long de la production. Aussi, moi, quand je fais une anime, je fais une anime, je l'envoie à tous mes potes. Je leur dis « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils en avaient marre. À la fin, ils en avaient marre. Je fais une pause dessus, j'arrête de la regarder pendant une semaine, je la re-regarde après, et souvent, on voit les problèmes. Ça, c'est vraiment un truc hyper efficace. Pour prendre du recul, ça marche extrêmement bien. Et donc pour revenir aussi un peu à ce que tu disais, parce que c'est quand même une des spécificités, c'est quelque chose de tout à fait particulier de Tinykin, c'est ce jeu 2D, 3D. Tu as mentionné un petit peu au passage que ça vous a posé beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut quand même un petit peu élaborer, aller dans le détail? Parce que c'est vrai quand même c'est assez particulier. On a l'habitude effectivement, depuis Mario 64, d'avoir vraiment l'intégralité des éléments de jeu qui sont en 3 dimensions et autres. Puis on a une sorte de cohérence visuelle
entre le tout. Alors déjà, quel challenge technique ça a été de faire ce choix? Puis surtout, est-ce que c'est juste un choix de direction artistique ou alors est-ce que derrière, il y a aussi un peu des tricks, il y a des enjeux budgétaires ou il y a des enjeux... Il y a plein de paramètres qui ont fait qu'on a choisi ça. Premièrement, le prototype était basé sur de la 2D et de la 3D, donc on s'est dit on va partir là-dessus. Ensuite, il y a le budget, parce que effectivement, c'est beaucoup de budget, parce que c'est du frame par frame, c'est vraiment des animations hyper quali, etc. Nous, ça reste quelque chose d'assez basique, à part les animations que vous avez vues avec les Tinykin. Et donc, c'était vraiment un budget très faible, sachant que c'est moi qui les faisais en grande partie de toute façon, et c'est un truc que j'adore faire, donc c'était très bien, on n'a eu besoin d'embaucher personne de plus. Ensuite, notre directeur artistique fait de la 2D, exclusivement de la 2D, et comme ça, il pouvait retranscrire vraiment ses personnages dedans. Sa spécialité, c'est les persos quand même. Et on avait tous l'habitude de bosser avec de la 2D, Romain avant avec Splasher. Donc il y avait vraiment cet amour de la 2D, mais on voulait que le jeu soit un peu plus ambitieux. Et forcément, quand on vend un jeu en 3D, ça augmente les ventes. En réalité, 2D égale plus de ventes, je pense. Enfin, 3D égale plus de ventes. Totalement. C'est pour ça, d'ailleurs, pour l'anecdote, que nous, on est déjà sur notre prochain jeu et qu'il est en 2D 3D. Allez, bienvenue au club. Justement à cause de ça. C'est vrai, ça augmente la valeur perçue de ce que tu achètes très fortement. Et nous, on est arrivé à une forme de limite où on sait que ça devient difficile. Donc les gens, ils ressentent qu'il y a plus de qualitatif dans... oui, parce qu'en fait, ce qu'on va voir souvent, je ne sais pas si tu avais vu ça aussi, peut-être avec Splasher ou etc., mais c'est qu'en fait, ils regardent le jeu, ils ne savent pas vraiment faire la différence entre la 2D et la 3D, sachant qu'il y a de la 3D qui imite très bien avec le cel shading de la 2D. Ouais. Et donc, la seule chose qu'ils voient, c'est qu'il n'y a pas de mouvement complexe de caméra, par exemple. Il n'y a pas de mouvement où on passe à travers une pièce, etc. Et donc, ça fait que pour eux, ils ont l'impression tout de suite que le jeu devient un peu old school. Ok. Et donc, il y a des problématiques après, effectivement. Et s'il y a, je ne sais pas combien d'analyses de marché qui montrent, je n'ai vu une récemment, qu'en moyenne, juste le fait d'être en 3D, c'est plus de ventes. Oui, largement. Largement. Ok. Et donc, on combine, tout l'enjeu, c'est de réussir à combiner cette belle image de la 3D avec quand même le qualitatif de la 2D, ou l'impact aussi visuel. C'est peut-être aussi plus facile de faire des trailers ou des petites séquences, enfin pas forcément plus facile, mais d'attirer le regard des gens sur les réseaux sociaux ou autres, sur des belles images en 2D. Ce qui m'amène en fait, avant d'ouvrir le parterre aux questions, à peut-être la question peut-être un petit peu plus problématique ou pas. Je sais, Marie, que toi, tu es un petit peu plus positive sur l'état actuel de l'industrie de la production de jeux vidéo, en tout cas pour des plus petites équipes. On peut dire que pour les deux projets, alors je ne sais pas si toi tu t'inscrirais dans la catégorie capsule, mais on est effectivement sur un price point, donc un prix relativement similaire, aux alentours des 25 francs suisses, je crois. Peut-être un petit peu plus. Je dis trop pour Nocturnal? Non, nous, c'est plutôt 17. Sur Switch, en tout cas, sur Nintendo Switch. Bon, sur Nintendo Switch, tout est plus cher. Mais c'est la fête de Nintendo. Mais voilà, à peu près sur Steam, on est dans un price point à peu près similaire. Et puis, une expérience de jeu qui se situe, comme tu as dit, un petit peu plutôt sur du 3-4 heures pour vous. Et puis vous, on est environ dans du 9-10 heures, si on a vraiment envie de tout remplir. Donc des expériences relativement courtes, bien designées. Pour le coup, on a deux jeux aussi qui ne vont pas chercher à tout prix à créer du contenu pour créer du contenu. Est-ce que, selon vous, c'est le modèle à suivre? C'est un modèle que vous suivez parce que vous avez envie justement de faire des expériences qui sont bien construites et artisanalement bien faites? Ça ne veut pas dire que les jeux procéduraux ne le sont pas, disons, mais avoir un beau contrôle aussi sur comment vous designez vos jeux. Quel est le choix derrière en fait, ce type d'expérience, et de ne pas partir vers ce que peut-être certains évangélistes du jeu vidéo vont plutôt vous dire de faire des jeux avec 60 heures de rejouabilité, avec plein de contenu, Farming Simulator, ouais, c'est ça. Je te laisse comme ça. Alors, je pense qu'après avoir fait Tinykin, on s'est dit plus jamais. Parce que c'est un choix artistique et c'est vraiment hyper chouette à faire d'avoir un jeu hyper quali auquel il y a 6 heures de jeu, moi c'est mon type de jeu, Tinykin, ou votre jeu, Nocturnal, parce que justement c'est des jeux, on n'a pas le temps en fait de jouer, je pense, ni toi ni moi, donc on veut faire des expériences fortes, vraiment qualitatives et en peu de temps, et c'est vraiment nos jeux de cœur. Mais alors maintenant, je suis partie sur un Farming Simulator. J'ai twisté. Ouais, c'est ça. Alors déjà, parce qu'en fait, c'est un jeu de gestion plus exactement. Mais non, c'est une mauvaise idée de faire ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Économiquement, pas artistiquement.
Alors, ça dépend pour le côté capsule sur le budget. Ça dépend Oui. effectivement. Nous, donc, on a, je pense, bien réussi à optimiser le budget, ce qui fait que pour nous, c'est pas mal. Mais par contre, effectivement, comparé à un jeu rejouable, etc., oui, tu perds tous les leviers. Tu perds les leviers marketing, les leviers Twitch. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, effectivement. Je précise, Tinykin a très bien marché. C'est pas le problème, c'est plus maintenant, on a envie de faire des jeux sur une période de production peut-être un peu plus courte et qui proposent des dizaines d'heures de jeu avec parce que les farming simulators, les roguelikes, c'est du procédural et donc il va y avoir plein de choses, c'est du système, il va y avoir plein de choses à faire, des DLC possibles. Vraiment, le jeu va durer dans le temps et évidemment que les éditeurs préfèrent signer ça. Ouais, donc il y a aussi un peu une logique de marché, une logique industrielle aussi derrière. Bien sûr. Merci. Alors, je pense que je partage essentiellement la réponse que tu as donnée. Après, c'est sûr que, par exemple, nous, on n'est pas parti sur un farming sim, on a mis certains éléments quand même pour augmenter un petit peu le temps de jeu, parce que tout simplement, on arrive dans une période où c'est plus délicat de signer des éditeurs, de trouver des fonds, etc. Et donc, on est obligé de faire un chemin vers eux. Et ça, c'est vraiment les éditeurs, les publishers qui vraiment vous le disent. Ah, désolé, on aimerait bien signer votre jeu, mais en gros, il n'y a pas assez de rejouabilité, ou il faudrait rajouter ça. Oui, ils sont assez transparents par rapport à ça. Parce que c'est assez naturel pour eux. C'est-à-dire, par exemple, un jeu qui se rejoue beaucoup et qui va se jouer sur Twitch énormément pendant des semaines, c'est de la pub gratuite tous les jours, pendant des heures sur Twitch tous les jours. Tandis qu'un jeu narratif, comme par exemple pour nous, tu as fini Tinykin ou Nocturnal, et puis après, la personne a vu en Twitch la fin, peut-être qu'elle va avoir envie de jouer ou pas, et il ne va pas rejouer le lendemain. Et donc pour eux, c'est tout des leviers marketing à une ère où le marketing a l'air compliqué, d'après ce que je ressens en tout cas de la part de beaucoup d'éditeurs. Ça fait que forcément, oui, nous le demandent assez frontalement. Nous, c'est même un peu conditionnel. À la signature, du prochain jeu, c'était conditionnel de OK, vous êtes bien gentil, mais la 2D, vous êtes bien gentil, mais voilà. Donc, il faut aussi nous donner des munitions pour pouvoir vendre votre jeu. Pour vendre les jeux à une période hyper concurrentielle, etc. Mais sinon, sur le jeu court, pour répondre à ça, moi, c'est la même chose. Oui, on a envie. Moi, j'ai peu de temps, comme toi, pour jouer. J'ai envie d'expérience. Streamline, vraiment qui soit hyper forte, qui me laisse quelque chose, et j'ai pas envie de grind, j'ai plus envie de farmer, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime énormément Nintendo en l'occurrence, c'est que je trouve qu'ils arrivent à faire énormément de jeux encore. On parlait de Pikmin que j'adore, ils arrivent à faire des jeux qui sont hyper bien designés, où tu perds pas ton temps, tu t'amuses tout le temps, etc. Et c'est quelque chose que j'aimerais réussir à faire en tout cas. On a, merci beaucoup pour vos réponses, on a 10 petites minutes pour des éventuelles questions du public. J'entreaperçois à travers de la lumière déjà une main qui se lève dans le public. Merci pour faire circuler. Merci beaucoup. Merci Gabriel, merci Marie pour vos présentations. Moi j'ai une question en tant qu'animatrice, animateur. Quelle est votre relation avec l'artiste des effets spéciaux? À quel moment il intervient dans le processus? Par exemple, quand tu donnes un coup d'épée, il y a des particules qui sortent. Sur le savon, il y a aussi des bulles, etc. Est-ce qu'il intervient directement après l'implémentation dans le jeu, parce que peut-être que c'est des particules qui sont générées par le moteur du jeu, ou est-ce que vous animez aussi certaines particules ou effets spéciaux? Tu commences? Pour Tinykin, en fait, les développeurs rajoutent eux-mêmes, surtout Romain, des particules et en fait, ils font des petits VFX placeholder en attendant qu'un artiste vienne. Nous, en l'occurrence, donc c'est Jean Moreno qui a fait nos VFX. Il est arrivé à la moitié du projet pour commencer à en ajouter dans le gameplay principal pour commencer les playtests et à la fin pour faire toutes les petits feedbacks supplémentaires qui donnent de la vie au jeu. Mais à chaque fois qu'il y a une animation qui est créée, il y a forcément un VFX qui est placeholder qui va arriver. Sinon, c'est très fade. C'est très, très fade. Voilà. Même chose pour nous. Au début, en fait, nous, on a une bibliothèque d'FX 2D qu'on a entre toutes les prods. Vu que c'est notre 4e jeu en 2D, on a gardé pas mal de choses. On met du placeholder jusqu'à ce que ça file un peu bien. Et c'est plutôt les devs, à ce moment-là, le T-Cart, qui va essayer de faire un truc quand même qui file assez sympa. Et après, par contre, comme toi, on a un spécialiste FX qui arrive et qui fait boum, tout, et qui tombe toutes les animes en un mois. Et il fait tous les effets de feu, etc., toutes les loops. Et après, c'est toujours quand même avec des modifications et des tweaks dans l'engine, dans Unity, où on rajoute des particules par-dessus, on essaie de casser des trucs visuels pour pas sentir des répétitions, etc. Mais nous, c'est début et fin, on dirait. C'est ça. Mais c'est la même personne qui les met au début et à la fin, ou bien non? Alors le même développeur, effectivement, qui met au début et à la fin. Par contre, l'animateur, nous, on a pris Andy Mie, par exemple, qui est revenu pour faire que ça. Lui, il sait très bien faire ça. Et ça, tout à coup, il y a une passe où, en l'espace de 2 mois, le jeu devient exactement, il prend 7 fois plus beau. C'est clair. Et nous, vraiment, à la toute fin, c'est là où, au début, c'était que des flammes en particules dans Unity. Et d'un coup, bam, on a mis de la 2D partout, quoi. Ok, super, merci. On a encore le temps pour une ou deux petites questions dans le public. Ou alors,
Moi, j'en ai évidemment pas encore. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé pas mal de ce lien entre la sensation du gameplay et l'animation, où on doit un peu casser l'animation pour finalement avoir un gameplay plus réactif. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà envisagé aussi de faire des jeux, je sais qu'il y en a qui le font, je pense à Monster Hunter par exemple, où justement c'est l'animation qui guide le jeu, et puis en fait une fois qu'on l'a lancé, on est bloqué, et puis en fait on est obligé d'aller au bout, et puis si on la time mal, on se prend un dragon dans la tête, quoi, en gros. Vous envisagez aussi d'aller vers ce genre de mécanique ou pas? Alors, dans notre cas, en tout cas, ça c'était un des horribles retours qu'on a eu au début, c'est qu'on ne pouvait pas cancel les animations, justement. Ah ouais. On avait des animations un peu plus... Donc on ne peut pas stopper les animations. Exactement, dans peut-être leur un peu flow. justement Hunter ou Dark Souls, quelquefois on a un gros coup, et ça les gens ils détestaient. Vraiment en retour, ils se plaignaient tout de suite, ah je peux pas cancel, et finalement on a dû couper justement pour que tu puisses roller à n'importe quel moment, parce que ça leur donne l'impression de ne pas être au contrôle de l'action. Après je pense que dans Monster Hunter, etc., tout est tellement bien fait autour, qu'il y a une logique de game design qui me dépasse pour le coup, Ouais. qui fait que ça fonctionne, mais dans notre cas on sait Et il y a pas le tout faire. un jeu sur la lourdeur, la frustration, les lents mouvements, la frappe du monstre qui nous vient dessus. En tout cas, pour que ce soit accepté, j'ai l'impression que voilà, je ne Ouais. saurais pas le faire. Il faut vraiment... Ouais, C'est ça. Ouais, dans mon cas, je sais que j'aime bien les jeux réactifs. Donc j'ai joué à Dark Souls, je les ai tous faits. Franchement, c'est chiant. Quand on l'a dans la main, hein, c'est genre... non, c'est cool. Ça fait partie du travail, et c'est hyper intéressant à faire en réalité, de faire des animations qui soient adaptées. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est plutôt agréable en fait. Quand on arrive à faire quelque chose de beau, c'est chouette. moi, j'ai une petite... À moins qu'il y en ait eu encore une dans le public. Ah, bah super, si on a une dans le public. J'avais une question IA, mais donc je ne vais pas la poser. Je me suis dit... Il ouvre la boîte de Pandore. Ouais, c'est ça. Ouvrons la boîte de Pandore pour terminer. Deuxième conférence. Du coup, moi j'avais une question par rapport à ton jeu, Gabriel, donc Journal. Avec cette logique de baisser les coûts au maximum, d'avoir un tarif pour vous qui était avantageux, est-ce que vous avez réfléchi à faire des animations en 12, donc sur 12 FPS au lieu de 24, ou pas? Et est-ce que c'était compliqué à mettre en place aussi, parce que, voilà. Et Marie, en termes de logiciel 3D, vous avez utilisé quoi? Est-ce que vous avez passé par Blender? Est-ce que vous avez réfléchi à utiliser Grease Pencil? Parce qu'en 2D, c'est intéressant aussi. Je pense que le studio qui a fait toutes vos animes 2D pour les présenter les différents mignons a utilisé Grease Pencil justement et a présenté à BlenderConf. Donc j'avais des questions par rapport à ça. Donc pour répondre à ta question, ça va être très court. On a effectivement utilisé Blender parce que tous les personnes qui travaillaient sur la 3D étaient sur Blender. Et effectivement, c'est Grease Pencil pour... T'as bien trouvé, tu nous as bien cerné. Et dans notre cas, c'est une très bonne réflexion, sauf que en réalité, on ne se pose pas trop la question du 24 ou du 12 dans le jeu, surtout dans Unity. En fait, c'est vraiment... On triche dans toutes les animes. C'est-à-dire que des fois où on va descendre, des fois on va monter. Et donc on ne pourrait pas dire qu'on a un FPS constant comme si on était de l'anime, on se dit on anime à 1 ou 2. En fait là, ça change vraiment entièrement selon les animes et où on peut tricher, réutiliser des choses, etc. Et il y a même beaucoup d'animations où on se rendait compte que notre T-Cart, par exemple, il allait lui-même créer des pauses entre les animes en pétant un bras et ça faisait la transition. Et donc on n'avait pas vraiment de rythme fixe comme ça pour les animes. On va s'arrêter ici. Merci infiniment Marie et Gabriel pour votre présence, pour vos échanges, pour votre générosité et autres. Merci aussi évidemment au NIF, à toute l'équipe, à James pour l'organisation, de nous accueillir ici et de nous permettre de parler jeux vidéo dans un festival cinéma. Et voilà. Et merci à vous, toutes et tous évidemment, pour votre présence, votre écoute. Et bonne continuation au NIF. Merci beaucoup.